18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Grippe saisonnière, focus sur cette infection virale courante de l'hiver. Relativement bénigne, elle peut s'accompagner de complications sérieuses chez les populations à risque. Précautions et prise en charge, à suivre l'avis du spécialiste. Puis, cap sur le noyau historique de Tiznit, la Casbah d'Arnage, un chef-d'œuvre patrimonial qui cache derrière ses remparts des joyaux architecturaux millénaires. Visite guidée dans le journal. L'art équestre marocain à l'honneur à Dakhla. Des sorbats venus des 4 coins du royaume donnent à voir des spectacles de fantasia majestueux. On vous emmène au galop en fin de journal. Bonsoir, 2024, une année charnière pour le Maroc. Ce soir, nous reviendrons sur 3 faits marquants qui ont façonné le paysage politique, diplomatique et économique national au cours des 12 derniers mois. Soutien international grandissant en faveur de la marocanité du Sahara, reconnaissance diplomatique et partenariat stratégique avec de grandes puissances européennes. L'année 2024 a eu également son lot de triomphes pour la sphère footballistique. Nous ferons le tour d'horizon tout de suite en compagnie de notre consultant, le professeur de droit et politologue Mostafa Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, 2024 était une année gagnante pour la diplomatie marocaine. Le Royaume a signé une succession de victoires retentissantes concernant sa première cause nationale, avec en prime des soutiens francs et effectifs de plusieurs pays européens, d'Amérique latine, d'Afrique et du monde arabe en faveur de la souveraineté marocaine sur ses provinces du Sud. À leur tête, la France. Quel bilan vous faites de ces succès diplomatiques et quelles perspectives pour 2025 ? Pour 2024, évidemment, c'est une année de succès, mais elle prolonge les acquis et les avancées réalisées au cours des précédentes années. Tout ça pour dire que c'est un processus. C'est un processus d'accumulation diplomatique qui fait que la cause nationale, celle du Sahara marocain, se présente en ce début 2025 sous les meilleurs auspices. Alors, où en est-on sur ce plan-là? Il y a d'abord le soutien au plan marocain d'autonomie de près de 120 pays. Nous étions à 113, nous sommes pas loin de 120 aujourd'hui, et dans ces 120 pays, il y a le soutien des 20 pays membres de l'Union européenne qui en compte 27. Il y a aussi un soutien intéressant sur le plan géographique, notamment pour ce qui est des pays nordiques, on l'a vu, Finlande, Danemark, etc., et puis aussi ce qui se passe en Amérique latine, où il y a une percée diplomatique du royaume qui est tout à fait significative. Il y a aussi le prolongement territorial, si je puis dire, de cette dynamique et ce succès avec une trentaine de consulats généraux à Dakhla et à Laayoune. Je parle de dynamique, je parle d'avancée, c'est une diplomatie qui est en mouvement. C'est pour ça que le séquençage en année n'est pas explicatif. C'est une diplomatie qui capitalise un certain nombre d'initiatives, d'efforts, etc. Dernier acte, il y a encore 4 semaines, la dissolution par le Parlement européen du groupe informel dit du Sahara occidental, lequel Parlement européen s'était distingué voici 2 ans, on s'en souvient, par 2 résolutions qui n'étaient pas favorables au Maroc. À noter encore, évidemment, que nous sommes maintenant sous l'empire, si je puis dire, de la résolution du Conseil de sécurité du 31 octobre 2024, la résolution 2756, qui est intéressante parce qu'elle réaffirme avec fermeté un certain nombre de principes pour la recherche d'une solution négociée. D'abord, le primat et la prééminence du projet marocain d'autonomie d'avril 2007, qui a été repris par toutes les résolutions depuis 17 ans. C'est un élément à noter. Et puis, ce que dit aussi cette résolution, c'est qu'il y a, je cite, il y a un momentum maintenant pour ce qui est du Sahara marocain, et je cite encore, il faut construire autour. Donc il y a là une maturation au niveau de la communauté internationale, du Conseil de sécurité dans sa résolution. Ça implique la relance d'un processus
Pour faire quoi? Pour une solution politique négociée. Un processus, c'est une procédure d'accompagnement. Il ne s'agit pas de rester à gérer un processus. Il s'agit donc de réactiver un processus pour arriver à une solution politique négociée. Sur quelle base? La formule de négociation, c'était celle des tables rondes. La première, la deuxième. La troisième n'a pas pu se tenir. Et il faut noter que pour ce qui est de l'état des lieux, nous avons un certain nombre d'éléments rapidement. Premier élément, c'est qu'il n'y a pas de relance avec une troisième table ronde qui était prévue en 2019. Il y a le fait que l'émissaire personnel, secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, est quasiment en panne aujourd'hui. Il est en panne, c'est-à-dire qu'il ne contacte plus personne, et lui-même a tiré les conclusions de cette situation qu'il n'a pas réussi à maîtriser en disant qu'il déciderait de son rôle, son statut à la prochaine session, à la prochaine réunion du Conseil de sécurité, qui est une réunion informelle en avril. J'ajoute qu'il s'est disqualifié, si je puis dire, puisqu'il a fait des propositions tout à fait invraisemblables. D'abord en allant faire une tournée en Afrique du Sud. Qu'est-ce que l'Afrique du Sud vient faire dans ce dossier-là? Ensuite, en proposant une partition qui lui a été soufflée par qui? Par le voisin algérien, et qui est une ancienne proposition du président Bouteflika faite à Dallas, à James Baker, alors émissaire personnel, lequel président Bouteflika avait proposé, tenez-vous bien, le partage du Sahara marocain entre une partie algérienne et une partie marocaine. Donc nous sommes loin des principes défendus par la diplomatie algérienne. Il y a encore un autre élément, c'est que le mouvement séparatiste, il est hors résolution Conseil de sécurité. Et depuis le 20 novembre 2020, il a dénoncé le cessez-le-feu qui avait été imposé en 1991 et il refuse de participer donc à un processus. De même, l'Algérie ne veut plus se réinsérer dans ce processus de négociation et elle refuse d'ailleurs de recevoir Staffan. J'ajoute un mot. Il y a encore quelques jours, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a dit le projet marocain d'autonomie d'avril 2007, c'est un document vide, il fait 3 pages et demie. Je doute qu'il l'ait lu, d'abord, sérieusement, et de doute, je suis en mesure de lui dire, donc, comment vous expliquez que depuis 2007, depuis 7 ans, Conseil de sécurité valide ce plan d'autonomie. C'est clair. Alors, avec la France, professeur, la question du Sahara marocain s'intègre plutôt dans un large cadre de coopération bilatérale d'égal à égal. Le Maroc a jeté cette année les fondations d'un nouveau partenariat d'exception avec Paris, un partenariat qui a pris de la vigueur lors de la visite récente du président Emmanuel Macron dans le Royaume. Que représente aujourd'hui l'axe Rabat-Paris sur la scène géopolitique régionale et méditerranéenne? Oui, c'est un axe, vous avez raison de le relever, c'est un axe renforcé. Il y a eu 2 ans de tension entre Paris et Rabat, tout le monde le sait, j'y reviens pas. Maintenant, il y a un processus exceptionnel de réchauffement et de consolidation des relations bilatérales, illustré par quoi? Par le message du président Macron, Sa Majesté le Roi, à l'occasion de la fête du trône, le 30 juillet dernier, par la visite du même chef d'État français fin août au Maroc, visite d'État qui a été un grand succès, et puis par l'échange maintenant de responsables français à un haut niveau au Royaume. Donc c'est extrêmement important. Oui, c'est un partenariat économique renouvelé. Et l'ambition des Français maintenant, c'est de bâtir et de consolider un partenariat sur le long terme. On avait même parlé de 30 ans. Donc, vous voyez que nous passons à un autre stade, c'est-à-dire la durée et les visions prospectives. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par partenariat économique clé pour ce qui est des infrastructures, de l'industrie. La France reste quand même le premier investisseur au Maroc. C'est le deuxième partenaire commercial, mais c'est le premier investisseur étranger. Ça se vérifie également au niveau des énergies renouvelables. Il y a eu un certain nombre de projets de collaboration que dans le solaire, l'éolien qui a été arrêté. Il y a également la coopération culturelle et éducative. Il y a des accords qui ont été signés sur ce plan-là pour le soutien aux universités marocaines, pour la multiplication des partenariats académiques, pour la promotion de la langue française, mais en respectant la diversité linguistique du Maroc, sans oublier des échanges artistiques renforcés, notamment dans le cinéma et les arts visuels, et puis évidemment les enjeux internationaux de sécurité.
Le Maroc est un acteur clé dans la stabilisation de la région sahélo-saharienne, et ça, c'est apprécié par Paris. Et puis, c'est un exemple de coopération avec l'Union européenne, puisque la France est membre de l'Union européenne, le Maroc est un pays de la rive sud, et donc il y a quelque chose de démonstratif qui peut inspirer les relations de l'Union européenne avec la rive sud de la Méditerranée et les autres pays africains. Tout à fait. Alors, en plus des succès diplomatiques, le Maroc a entamé en 2024 sa grande mue en vue de la co-organisation de la prochaine Coupe du Monde 2030. Des équipements de grande ampleur sont mobilisés, les infrastructures commencent à prendre forme, et pas plus tard que décembre dernier, le Maroc a vu officialiser sa nomination par les instances de la FIFA en tant que l'un des 3 pays organisateurs de cet événement planétaire. Quel diagnostic faites-vous de cette mobilisation, de cette année de mobilisation de fond en comble, et puis quels sont vos pronostics pour ce qui est des retombées économiques attendues pour le Maroc au lendemain de ce tournoi planétaire? Une société a besoin de s'accrocher à un projet de long terme. C'est fondamental, ça mobilise les énergies, ça les catalyse, et puis ça donne un facteur de mobilisation et de ralliement des énergies en prévision de cet objectif. Nous avons donc cette chance d'avoir la CAN de 2025, qui est une étape, mais surtout évidemment la Coupe du Monde en 2030, c'est quelque chose de fondamental qui bouleverse totalement les politiques de développement du Maroc. Et vous savez que nous sommes un peuple sportif. En particulier, le football, c'est le sport roi au Maroc, c'est le cas de le dire. Et donc, il y a quelque chose de fondamental qui se fait. Ça se traduit par le fait que c'est un vecteur de développement. Comment ? D'abord, la rénovation, la construction des stades. Pour les 4 villes qui ont été sélectionnées, c'est important. Et donc, ça va stimuler le secteur du bâtiment, de la construction, de l'ingénierie, sans oublier des infrastructures connexes, lesquelles le développement des routes, des transports publics, des aéroports, des hébergements. J'y ajoute l'impact sur le tourisme sportif. Et le Maroc va accueillir des millions de visiteurs à l'occasion de 2030 pendant cette compétition. Et ça va renforcer la visibilité du Maroc comme destination touristique mondiale. On a vu déjà l'impact du Qatar, vous savez, de décembre de 2022. C'est important, donc qu'il y ait cela, c'est important. Et puis, de décembre 2023, le Qatar. 2022. Ah ben, j'avais bien dit alors. Et puis, il y a aussi le fait que c'est un facteur intéressant pour ce qui est de la création d'emplois. À court terme, parce que le fait de la main-d'œuvre dans la construction, la logistique, services et l'organisation, mais aussi à long terme dans des domaines comme la gestion d'infrastructures sportives, le tourisme, j'ai dit l'événementiel. Enfin, c'est une opportunité pour le développement de l'industrie du sport. Et donc, c'est un nouveau modèle économique pour ce qui est du football, évidemment, mais aussi pour ce qui est de l'économie sportive. Pourquoi ? Parce que ça crée des écosystèmes autour du sport avec des entreprises spécialisées, des équipements, sponsoring médias. Enfin, l'impact sur l'image du Maroc, c'est une forte mobilisation, c'est une très forte visibilité qui va être donnée au Maroc. Le Maroc est un pays donc capable d'organiser de grandes manifestations, donc une capacité de faire et d'organiser, comme image également de stabilité et puis de consensus national, c'est-à-dire que nous sommes en mesure, quand il y a des grands défis, de les relever, et j'ajouterai que nous ne sommes peut-être bons que quand il y a des grands défis. Il y a un vrai décollage est donc promis pour le Maroc au lendemain de ce tournoi. Je vous remercie, professeur Moustapha Sahimi, pour tous ces éclairages. Nez bouché, éternuement, mal de gorge ou encore fièvre. Vous êtes plutôt nombreux à présenter des symptômes similaires en cette période de l'année. Pas de panique, la grippe saisonnière est rarement dangereuse, mais peut parfois affaiblir nos défenses naturelles et entraîner des complications chez certaines personnes vulnérables. Comment agir donc pour se prémunir contre cette affection? Faut-il consulter un médecin? Réponse dans ce reportage de Mohamed Laharoui, Fatna Tabout et Zakaria Moukbillah. C'est une infection qui n'épargne presque personne en ces temps de grand froid. Ces symptômes peuvent être pénibles et douloureux, et ces complications peuvent nécessiter une hospitalisation. La grippe saisonnière peut devenir dangereuse, en particulier chez les personnes atteintes de maladies chroniques et chez les personnes âgées. بالنسبة للناس اللي عندهم أمراض مزمنة
Pour les personnes atteintes de maladies chroniques, le vaccin contre la grippe saisonnière est une mesure de prévention. Il contribue à lutter contre les virus ou les microbes qui peuvent représenter un danger pour elles, surtout les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou de diabète. Ceux-ci ont une faible immunité et doivent se renforcer avec des vaccins adéquats. Les symptômes de la grippe saisonnière peuvent toucher le nez, la gorge et les poumons. L'affection est plus fréquente en automne et en hiver. La contagion se répand beaucoup dans les lieux clos et peu aérés. Nous accueillons des cas de grippe de gravité variable. Certains ont des affections aiguës qu'il faut prendre en charge. D'autres sont plus légers et nécessitent de prendre des médicaments courants. Dans le cas d'affection aiguë, il est recommandé de voir un médecin. En raison de sa forte charge contagieuse, les médecins conseillent aux malades de se confiner chez eux, de respecter l'hygiène et de bien se laver les mains. Les enfants souffrant de maladies chroniques doivent être pris en charge. Les enfants ayant des maladies chroniques comme les maladies nerveuses chroniques doivent être traités contre la grippe. Dans le cas d'atrophie musculaire par exemple, la grippe peut mener jusqu'à la réanimation ou des complications comme des difficultés respiratoires. Il y a aussi le cas des enfants cardiaques, asthmatiques ou souffrant de toute affection respiratoire chronique. Le vaccin reste l'un des moyens les plus sûrs pour prévenir la grippe saisonnière. Les médecins recommandent de ne pas sous-estimer cette affection. Ces complications peuvent s'aggraver en une pneumonie virale ou accroître les problèmes d'asthme ou d'insuffisance cardiaque. Vigilance donc, il faut dire que la saison est propice à cette vague d'infection. Alors que nous entamons le mois de janvier, les conditions météorologiques se durcissent. Prudence dès ce soir, de fortes averses orageuses allant de 40 à 60 mm s'abattront sur les provinces de Tanger, Sela, Larache, Mdir Fnedr, également du côté de Tétouan, Ouazan, Fars Anjra, Chefchaouen, Taounat, Sidi Qassem et Kenitra. Une accalmie est attendue demain vers 16h. Puis la neige s'invitera à son tour sur les hauteurs au-delà de 1700 mètres. Des flocons viendront envelopper demain les provinces de Chefchaouen, Azelal, Ifran, Midelt, Boulman, Sfro et El Hossima, avec des hauteurs prévues comprises entre 15 et 30 cm. Et l'hiver bat son plein outre-mer aux États-Unis. Plus de 60 millions de personnes dans la moitié est du pays sont menacées par des blizzards. Certaines localités enregistrent cette fin de semaine les plus importantes chutes de neige des 10 dernières années. Une tempête hivernale accompagnée de risques accrus de verglas, neige et de vents violents de l'ouest du Kansas jusqu'aux États côtiers du Maryland, du Delaware et de la Virginie, soit sur une bande de territoire large de 2400 km. Et la neige perturbe fortement les transports en Angleterre. Ce matin, les aéroports de Manchester et Liverpool ont fermé leurs pistes. Le trafic a en revanche repris dans les aéroports de Birmingham et Bristol, où les pistes avaient été fermées dans la nuit. La neige affecte également le trafic sur les routes. L'électricité a été également coupée dans plusieurs foyers. L'hiver frappe également du côté de la bande de Gaza et avec lui les violences militaires. 88 Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures dans la bande de Gaza, ce qui porte à 45 805 le nombre de morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre. L'offensive israélienne se poursuit au moment où des discussions en direct reprennent entre Israël et le Hamas au Qatar en vue d'un cessez-le-feu et de la libération des otages. Cap à présent sur un vestige de l'histoire marocaine. Nichée au cœur de Tiznit, la Casbah d'Arnaj est un édifice emblématique du patrimoine architectural marocain. Bâtie en 1810, la citadelle a su conserver au fil des siècles son cachet authentique tout en restant totalement dans l'air du temps. Reportage Imen Ablou, Hijab Tamek et Samir Barka. Au cœur de la médina de Tiznit, l'imposante Casbah d'Arnaj, un des sites historiques les plus fréquentés de la ville. Le lieu jouxte la célèbre Source Bleue et la grande mosquée, dont le minaret est hérissé de perches, une véritable attraction touristique.
La Casbah, on vient de la découvrir aujourd'hui en allant chercher la source bleue qu'on n'avait pas encore découverte. Donc j'ai pas forcément tout compris le mode de fonctionnement pour aller chercher l'eau dans la nappe phréatique, mais le résultat est là, l'eau est là. Et il y a une magnifique citadelle à côté qui a été restaurée tout dernièrement, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et c'est un moment de calme, de paix. Ce monument, apaisant, reposant, authentique, on découvre, c'est magnifique. Bâti en 1820 sur plus de 6000 mètres carrés, c'est le Qaïd Mohamed Arnaj El-Hahi qui lui donne son nom. Ce dernier, engagé dans une campagne militaire autour de l'Oued Massa, y a installé ses troupes pour leur faciliter l'accès à la source d'eau de Tiznit. La Casbah d'Arnej fait partie des monuments incontournables de Tiznit. Située au centre historique de la ville, elle est à proximité de la grande mosquée et de bien d'autres monuments qui font la particularité du patrimoine de Tiznit. Le site se situe également à proximité de la source bleue, l'Ain Zarqa, qui constitue le premier noyau de Tiznit. La ville est édifiée au XIXe siècle. Son nom est associé au sultan Al-Hassan Ier qui a fait construire la Grande Muraille sur une superficie d'environ 7 km. Dans ce lieu hors du temps, on y découvre l'architecture locale, les portails en voûte, les plafonds colorés et bien d'autres encore. Un voyage culturel de toutes les curiosités. On poursuit notre virée dans le sud, cette fois-ci dans la capitale des sports nautiques et de glisse. Réputée pour la douceur de son climat, Dakhla a accueilli de très nombreux visiteurs en cette période. Pour leur donner un avant-goût de ce qui fait la tradition et la culture marocaine, des spectacles de fantasia leur ont été proposés sur la plage. Un tourbillon de couleurs et d'émotions que les vacanciers ne sont pas prêts d'oublier. Bakar Dlimi, Mohamed Iddas, Youssef Mizani et Dominique Orlando. Ils ont choisi la ville de Dakhla pour accéder autrement à cette toute nouvelle année 2025. Avec ces espaces qui s'étendent jusqu'à perte de vue, le dépaysement est ici garanti, tout comme l'assurance d'y passer un séjour agréable, voire inattendu et pour beaucoup très surprenant. Paris de passer le nouvel an à Dakhla et je suis très surpris de voir les spectacles de Fantasia et on est très très content avec Mathilde de voir ça, on s'y attendait pas du tout. Ça permet de promouvoir vraiment la culture marocaine mais aussi de donner une très belle image de Dakhla pour tous les touristes. Donc moi je suis d'origine marocaine, il y a plein de touristes français qui sont là et qui sont très surpris, très contents et moi en tant que marocain je suis très fier de voir ça et ça permet de donner une très très belle image d'une ville comme Dakhla. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Je viens également d'arriver à Dakhla. Et franchement, c'est un super spectacle. Ça donne une excellente image. Ça donne vraiment envie de revenir ici. En plus des paysages qui sont absolument incroyables et de l'accueil qu'on a pu recevoir ici. Symbole de la tradition équestre du royaume où le cheval et son cavalier sont au centre du spectacle. Tous deux à l'unisson, célébrant la haute maîtrise et la vraie bravoure. Nous avons décidé de rester plus longtemps pour découvrir vraiment les traditions marocaines et profiter du spectacle Fantasia. C'est magnifique, les costumes sont magnifiques, les bottes, la couleur jaune et c'est très impressionnant comme spectacle et ça nous permet vraiment de découvrir la tradition marocaine. C'est ce qu'on recherchait au plus près des gens. Au plus près de la réalité d'un pays et de ses habitants qui les accueillent depuis toujours avec considération et dont la fierté est immense à la seule évocation de ces très nombreux us et coutumes. Et c'est au rythme de galop et de barout que nous nous quittons. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Le retour de l'information est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.